Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors, comme d'habitude, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de la fée électricité, de la morale des uns, de la société des autres, même on va parler de la propreté des trottoirs. Quel programme. Et pour analyser et commenter tout cela, deux invités non politiques et quatre experts. Et les quatre experts bien appliqués sont Madame Philo, Marianne Susny, bonjour. Bonjour. Monsieur Cour de récré, Hugo Poliard, bonjour. Bonjour. Madame Social, Issa Nawash, bonjour. Bonjour. Et Monsieur DH, Monsieur Ladevez, Mathieu Ladevez, bonjour. Bonjour. On commence avec les communales, évidemment, et leur cortège d'incartades éthiques, morales ou même illégales parfois. Pas de cadeaux, pas de gadgets, c'est ce que dit la loi. Mais tous discutent avec ces exemples. Reportage de Sounchim Courrier et Nicolas Skenartz. À Ixelles, voilà une candidate aux élections communales bien généreuse. Soraya Khalid propose en effet ses services aux citoyens pour rédiger un CV, choisir ses études ou encore rédiger un mémoire. Pourquoi attendre d'être élu, demande la 30e sur la liste PS. Un comportement choquant sur le plan des principes, selon cet avocat spécialisé dans le droit public. Par rapport à la loi du 4 juillet 1989 qui réglemente les campagnes électorales, ceci n'est pas a priori une infraction parce que ce qui est interdit, c'est la distribution de gadgets et de cadeaux. Donc ici, la dynamique qui a été mise en place a été une maladresse de sa part parce qu'effectivement, nous, comme groupe, on a mis en place une charte et dans laquelle il y a des choses qui ont été mises. Et donc elle n'a pas été attentive à ça et elle a directement retiré son affiche. Mais la candidate PS n'est pas la seule à proposer gratuitement de l'aide à des électeurs potentiels. Yves de Jong, lui, met ses fils à disposition de toutes les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer pour aller voter. La loi est très claire. Sur la voie publique, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc, mes fils, très gentiment, se sont proposés d'accompagner des personnes handicapées jusqu'à l'entrée des écoles. Évidemment, car la loi dit interdiction pour les candidats de rentrer dans un bureau de vote un jour d'élection et de continuer sa campagne autour du bureau de vote. Sur l'accompagnement entre le domicile et le bureau, la loi ne dit rien. Ici, le fait que ce soit dit, affiché, annoncé publiquement, suscite les mêmes craintes d'un manque de respect, de principes qui paraissent évidents. Après les élections, seul le Conseil d'État pourrait, si la question se pose, trancher et décider si ces services représentent, oui ou non, une infraction à la loi électorale. Alors, Marianne Susny, on parle là de gadgets, de cadeaux et de morale aussi et de respect de principes. Alors, la loi, si j'ai bien compris, interdit en principe les gadgets et les cadeaux, avec tout ce que ça peut impliquer quand on tire par-ci ou par-là, 3 mois avant les élections. Mais elle ne se prononce pas exactement sur ce qu'il faut entendre par gadget et cadeaux. Et le Conseil d'État a, si j'ai bien compris aussi, statué en disant si ça a une valeur pécuniaire importante ou ça peut influencer sur le vote des gens, ça devrait être interdit. Si en revanche c'est pas grand-chose et ça n'intervient pas sur les choix des gens, eh bien ça peut passer. Alors on comprend, c'est quoi? C'est un peu au cas par cas. On pourrait se dire que ce qui a une valeur pécuniaire pour les uns n'en a peut-être pas pour les autres, mais enfin on comprend que ce n'est quand même pas la même chose de donner, comme je l'ai lu dans certaines communes, 250 € pour des abonnements à la piscine pour des enfants, pour des familles qui n'auraient peu d'argent pour payer des abonnements de piscine. C'est pas la même chose que distribuer des biscuits. Donc dans un cas, la loi sanctionnerait, dans l'autre, elle ne sanctionnerait pas. Mais à ce moment-là, moi la question que je pose, c'est si c'est pour en rester aux biscuits et aux boules et aux bons, pour le dire comme à Bruxelles, c'est un petit peu, on est de nouveau dans l'idée que la politique doit être une fête, quoi. Et il faut quoi? Il faut des serpentins, il faut des trompettes. Oui, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on prend vraiment les gens pour des imbéciles? Est-ce que c'est comme ça qu'on va relégitimer la politique qui en a bien besoin, qu'en donnant de petites choses comme ça et en faisant croire que la politique est une fête pour la relégitimer? Hugo Poliard. L'aspect légal, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas, ça me dérange, ce genre de comportement, parce que ça donne encore cette idée que le politique va
venir en aide, en direct aux citoyens. Alors peut-être qu'au niveau communal ça peut se justifier, mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas aider directement les gens, c'est prendre des responsabilités, prendre un peu de hauteur, analyser les problèmes, venir avec des idées, mais donner cette impression, on est proche un peu du clientélisme ou de ces pratiques qui maintenant sont transformées, mais qui restent pour moi malsaines. Et vous, Hissène Hawache? Moi, la question que je me pose, c'est surtout par rapport, donc il y a évidemment le cas des élections, mais de manière générale, par rapport aux subsides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les subsides sont alloués à des projets. Il manque très souvent de transparence dans l'allocation de ces subsides. Et là, on est clairement dans comme tu disais, le clientélisme, où on a l'impression qu'en tant que responsable associatif, il faut faire attention parce que voilà, tel élu pourrait peut-être plus nous aider qu'un autre, parce qu'il y a eu ces promesses qui ont été faites, évidemment, elles sont toujours dites de manière assez subtile. Et là, on parle de l'argent public, finalement, et qu'il faudrait peut-être se rappeler qu'en fait les politiciens ne donnent pas de l'argent de leur poche, ils reversent l'argent public, ils sont les gestionnaires de l'argent public. Et il y a justement là, c'est vraiment cette dissociation qu'il faudrait, je pense, beaucoup plus accentuer, et on est sur un problème qui est beaucoup plus large et beaucoup plus important que simplement parler de gadgets à donner, parce que finalement c'est pas parce que je vais recevoir un gadget que j'aurai envie de voter. Donc là, pour moi, c'est juste du gaspillage. Mais c'est vraiment toute cette question de l'allocation des subsides et des promesses qui sont faites de manière indirecte, et c'est là où il faudrait se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ça. Mais dans le cas de la campagne, c'est leur argent privé. Oui. Et l'exemple que vous donnez, c'est effectivement de l'argent public. Mathieu Ladevez? Écoutez, c'est d'abord tout à fait incompréhensible ce genre d'attitude. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, parce que tous les 6 ans, à chaque échéance communale surtout, on entend parler de ces attitudes. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'il n'y ait aucun organe ou instance de surveillance ou de contrôle. C'est-à-dire il se passe quelque chose maintenant, à la rigueur, un parti de l'opposition ou un candidat de l'opposition, ou bien l'opposition adversaire peut aller porter plainte, ça doit aller au Conseil d'État. Autant dire que ça ne sera jamais réglé avant le 14 octobre. Donc, quoi qu'il arrive, le cadeau, qui peut parfois quand même faire plaisir aux gens ou influencer, je pense que ça a quand même un petit effet ou un petit impact. C'est du clientélisme pur et dur, mais on est dans les communales, il ne faut pas rêver non plus. Vous voulez dire la sanction, c'est trop tard? C'est trop tard, et surtout, il n'y a pas d'organe de contrôle, donc ça n'a pas de sens. La loi de 1994 dont parlait Maître Tundal dans votre reportage ne définit pas clairement ce qu'est un cadeau ou un gadget. Donc ça veut tout dire et n'importe quoi. Les 150 € de Wally Saint-Pierre, c'était le Bourgmestre Van de Noot à l'époque. 150, je pense, l'amendement. C'est pas grave. C'est le principe. C'est un cadeau, il a été sanctionné a posteriori, il paye, voilà, c'est fait. Il y a d'autres cadeaux, on peut parler de la trousse de Fauzière Riche qui coûtait 7 € par pièce, je pense. Elle sera peut-être sanctionnée, pas sanctionnée, mais c'est trop tard. Donc voilà, moi je pense qu'il est vraiment important d'avoir un organe, une institution apolitique qui puisse décider, mais avant, dans un très court terme, en référé, pendant la campagne, si oui ou non, c'est un cadeau électoral. Eh bien, on va écouter l'avis de nos 2 invités non politiques. J'ai insisté sur le fait qu'ils étaient non politiques parce qu'on est en campagne électorale et donc on accueille Gabriel Ringlet, prêtre et auteur, ancien vice-recteur de l'UCL notamment, et à ses côtés Henri Bartholomé-Sen, avocat et président du Centre d'action laïque, le CAL. Alors on va commencer par vous, peut-être Gabriel Ringlet, quand vous entendez ces problématiques d'éthique et de morale en politique, est-ce que vous trouvez, vu de votre balcon, que les politiques, les hommes politiques, les femmes politiques se comportent bien ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en politique, des gens de l'opposition disent à des gens de la majorité « Quelle bonne idée vous avez là, c'est formidable !» Et que des gens de la majorité disent à des gens de l'opposition « Ah, mais ce que vous dites là, nous allons aussi le mettre en pratique. » Pourquoi ? Parce qu'il y a un jeu politique tout à fait naturel. Opposition-majorité, faut-il à ce point rendre ce jeu en noir et blanc ? Moi, je voudrais que, aussi bien dans une majorité que dans une opposition, on respecte la complexité. Il est clair qu'il y a des gens qui ont raison des deux côtés. Nous le savons tous, et les hommes et les femmes politiques le savent parfaitement bien en privé. Mais il y a une espèce de jeu qui fait qu'on n'ose pas reconnaître qu'il y a quelque chose de formidable chez son adversaire. La politique se porterait beaucoup mieux, il y aurait beaucoup plus de respect chez les citoyens si on se respectait dans ce sens-là, je trouve.
Là, c'est un discours politique. Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de comment il se comporte aujourd'hui, à part ces bisbrouilles entre opposition et majorité, dans le cadre de suivre une certaine morale, une certaine éthique, par exemple sur les cadeaux, les gadgets, le clientélisme. Mais justement, si on se respectait sur les valeurs de fond, ce clientélisme, il n'existerait pas, ou en tout cas, il serait très, très relativisé, et on se battrait, parce qu'il faut se battre pour se faire élire, c'est tout à fait normal, mais sur de vrais arguments, sur de vrais débats. Alors, Henri Bartholomew, pour vous, opposition et majorité doivent se tenir la main et danser sur la place communale? C'est une autre question, mais oui, je suis favorable à la complexité, à la reconnaissance de la complexité. Trop rapidement aujourd'hui, effectivement, les décisions sont prises au niveau, je dirais, de l'exécutif. Le parlementarisme, finalement, se dilue de plus en plus. Le débat politique se dilue de plus en plus. Et la démocratie, ce n'est pas simplement un vote de majorité contre minorité. La démocratie, c'est d'abord une exigence, je dirais, de débat. Le parlementarisme, c'est cela. Le choc des idées est indispensable avant une prise de décision. Avec la technologie actuelle, on pourrait dire qu'on pourrait avoir recours à une démocratie directe, pourquoi pas? Voter sur un clic dans son ordinateur, chacun pourrait donner son avis. Ce ne serait pas une manière terrible de décliner la démocratie. Et pourtant, nous savons qu'effectivement, ce ne serait pas la démocratie. Parce qu'une décision qui serait prise sans réflexion, sans choc des idées, sans consultation, eh bien, ce ne serait pas une démocratie. Le paradigme de la démocratie, c'est évidemment de consulter par l'émancipation des citoyens, qui doivent être habilités en mesure de faire des choix autorisés, des choix éclairés, dans la contradiction, comme dit très bien Gabriel Ringlet, parce qu'il est étonnant aujourd'hui de voir que jamais, en aucun cas, l'opposition ne donne raison à la majorité. On est forcément d'une couleur ou d'une autre. On n'aborde plus la complexité dans son intégralité. Donc on a un monde binaire, blanc ou noir, et selon la couleur, effectivement, on va trancher. Ce n'est pas une contribution acceptable pour une société pacifiée et solidaire. Il y a peut-être un exemple avec vos récentes campagnes pour la dépénalisation de l'avortement, où là, il y a un texte majorité contre opposition. Et il n'y a pas eu finalement de discussion entre les deux. C'est un exemple remarquable, malheureux, triste. On a évité le débat parlementaire, on a fait un hold-up sur le débat parlementaire. Les choses sont tellement claires que le ministre de la Justice nous annonce aujourd'hui la date à partir de laquelle une loi sera mise en vigueur alors qu'elle n'est pas encore votée. C'est dire si les carottes sont cuites. Ça veut dire je parle de la reconnaissance, de la qualité d'enfant mort-né à un fœtus à l'occasion d'une fausse couche. Cette fiction que l'on s'apprête à faire, cette tromperie que l'on s'apprête à mener en disant un fœtus est un enfant, et non seulement un enfant qui est né, mais qui est mort-né, la personnification donne la personnalité à un fœtus, c'est loin d'aider évidemment une dame à faire le deuil d'un accident et d'un moment terrible pour elle dans son existence. Je ne pense pas que ça va d'ailleurs contribuer à son deuil, ça va l'aggraver au contraire, mais là où on aurait besoin d'assistance et de soins, effectivement on radicalise, sans se soucier effectivement de la vie de la population, sans se soucier du débat parlementaire, on tranche par un accord de gouvernement. Vous êtes d'accord sur cette vision des choses, que là, c'est un bon exemple de la non-collaboration? Curieusement, je suis largement d'accord que c'est un bon exemple, parce que moi-même, je suis en plein dans ces débats éthiques, et je vois que sur le terrain, dans la population réelle, si j'ose dire, par exemple, chaque fois que je traverse le pays, à travers des débats, des conférences et ainsi de suite, le débat est beaucoup plus complexe, là encore, beaucoup plus nuancé. Il n'y a pas une tendance qui serait la laïcité contre une tendance qui serait le catholicisme ou le christianisme, mais il y a un vrai débat. Et donc, c'est quand même ça le paradoxe, c'est que politiquement, on réduit ce qui est la réalité du débat sur le terrain dans la population qui, elle, est réelle. Donc c'est un peu la complexité contre la simplicité, un peu, si je vous entends. Le propre de nos sociétés actuellement, c'est cette radicalisation qui touche à peu près tous les domaines et qui évite effectivement la prise en compte de l'émancipation des citoyens. Excusez-moi, le projet de faire de l'embryon une personne, donc qui est quand même un projet qui, à terme, si je puis dire, menace la dépénalisation de l'avortement, il est quand même introduit par une femme CDH qui plus est médecin.
Donc, c'est pas si... En l'occurrence, là, c'est introduit par le ministre, surtout de la Justice. Oui, mais enfin, oui, que par la chef de groupe CDH. Oui, bon, enfin, elle l'a porté, elle le défend. Donc, moi, je pense que c'est pas si... Dans ce domaine-là, c'est pas si complexe. Enfin, si, bien sûr, c'est complexe, mais c'est pas aussi flou et aussi entremêlé que ça. Non, il ne s'agit pas de dire que le débat est flou, il s'agit de dire qu'on évite le débat. C'est-à-dire qu'on essaie de radicaliser la posture, qui est une posture, on estime, idéologique, théologique, plutôt qu'une posture, je dirais, qui est basée sur effectivement une justification par rapport à l'accompagnement des femmes. Donc ça n'a rien d'humain, de scientifique, de médical ou de social. C'est une posture idéologique à part entière. Et on sait très bien, c'était avoué par, je dirais, les partis de la majorité, il y a une majorité pour contribuer à éliminer du champ des possibles, je dirais, la réalisation, l'exercice d'un droit fondamental pour les femmes, qui est un droit à disposer de son corps, un droit d'interrompre volontairement une grossesse, en donnant la qualité de personne à des fœtus, ce qui demain nous empêchera effectivement d'imaginer une interruption volontaire de grossesse, sans parler d'infanticide. Largement, on est passé sur d'autres thématiques et je voudrais revenir sur les élections communales quand même, parce qu'il y a un thème qui revient tout le temps au moment des élections communales, quand on demande aux citoyens leur avis, c'est la propreté. Alors, c'est justement le moment, fort opportun, où Testachat a décidé de sortir son étude sur la propreté des communes et des villes de Belgique. Et là, on se rend compte que les communes bruxelloises sont très mal cotées. Regardez ce reportage. Les enquêteurs de Testachat ont sillonné les rues de la capitale à 2 moments distincts et à 6 ans d'intervalle. Leur constat est sans appel. Malgré de gros efforts, on peut constater que malheureusement les communes d'Anderlecht, les communes de Schaerbeek, Molenbeek sont principalement les communes encore qui sont trop salies et c'est là qu'on constate le plus de comportements inciviques. Des relevés qui n'étonnent pas la cellule propreté de Schaerbeek. Ici, on effectue plus de 50 000 interventions par an pour des problèmes de propreté. Sans parler des sanctions à la clé. Plus de 1700 PV ont déjà été dressés cette année. On verbalise, on travaille jour et nuit. Ce soir, cette nuit, on travaille encore. Et on arrive à des chiffres quand même assez impressionnants. On a déjà dépassé ce mois de août, on a déjà dépassé les chiffres de verbalisation de toute l'année 2017. Mais la répression ne solutionne pas tout selon Testachat. Dans les conclusions de son enquête, le défenseur des consommateurs estime aussi que pour décourager les incivilités, il faudrait que les communes instaurent des peines alternatives, comme obliger les récidivistes à nettoyer eux-mêmes leurs crasses. Alors Hugo Polliard, cette propreté, ça revient tout le temps. Hein. Oui. Et la saleté aussi, elle revient tout le temps. À Bruxelles particulièrement. Ouais. Mais c'est vrai que moi je constate que je suis moi-même plus attentif à ça depuis 4 ans. Parce que je n'ai plus de voiture. Et on est aussi dans une ville où il y a de plus en plus de gens dans la rue. Alors de plus en plus de gens dans les rues, ça veut dire plus de gens pour constater que c'est sale, mais aussi plus de gens pour salir la ville. Moi, ce qui me... Bon, quand je voyage et que je vois d'autres grandes villes, clairement, à Bruxelles, il y a un problème et un retard terrible en cette matière. Ce qui me dérange, c'est qu'il a fallu un temps incroyable avant que le politique commence à accepter ce thème. Parce que il y a 5 ans, il y avait Jean Quatremer qui a fait un article, avec son ton un peu provoque, mais qui a été pratiquement exclu du pays pour ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des choses qu'il disait avec son ton ne sont pas très éloignées de la réalité. Moi, c'est un sujet qui me parle et qui m'inspire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une ville qui est sale, c'est pas seulement la saleté, c'est un problème qu'on peut régler, il suffit de nettoyer. Mais une ville qui est sale, c'est une ville où on se dit qu'en fait, les gens qui y habitent n'aiment pas leur ville, ne respectent pas leur propre espace public. Et ça, c'est peut-être un sujet qu'on peut traiter avec nos invités du jour, parce que c'est aussi la conscience de vivre en société, de vivre à plusieurs, de se comporter aussi bien dans son living room dans l'espace public que dans son living room. Et ça, c'est quelque chose, quand je voyage, je vois d'autres villes ou d'autres pays occidentaux où c'est plus propre, mais je vois aussi qu'il est possible de parler à l'autre plus facilement, de dire à l'autre parfois qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu jettes ton truc dans la rue ? À Bruxelles, c'est difficile. Hein. Exactement. Mathieu Ladefesse, pourtant, les communes font des efforts. Hein, je ne suis pas trop d'accord avec Hugo dans le sens quand tu disais que c'était un problème nouveau, en tout cas pris en charge par les politiques de façon récente.
Non, les communes s'y attellent depuis très longtemps. Scarbeck, c'est ça qui est surprenant et c'est ça qui est désespérant quelque part, c'est que Scarbeck, ça fait près de 20 ans qu'ils ont été les pionniers en matière de lutte contre la saleté publique. Ils ont fait des opérations trash, ils ont impliqué la police là-dedans. En gros, ils ont fait tout ce qui était possible et imaginable, ça n'évolue pas. Et comme dit très bien l'étude de SSHA, c'est pas la faute des pouvoirs publics. En tout cas, peut-être qu'il faudrait plus de balayeurs, plus de gens pour ramasser. C'est un travail permanent. C'est surtout une question d'attitude des citoyens, des Bruxellois. C'est important. Je pense que déjà, il faut distinguer la question des communes et la question des quartiers. Donc, par exemple, si on prend la commune d'Anderlecht, si on va dans le quartier qui est un peu près du Westland Shopping d'Anderlecht, c'est très propre. Si on va près de la gare du Midi, c'est une catastrophe. Et comme le disait justement Hugo aussi, c'est le fait aussi de moins prendre la voiture qui fait qu'on se rend plus compte. Donc, moi qui essaye maintenant de plus en plus de prendre le transport en commun, je suis très vite dégoûtée de la saleté en fait qu'il y a. Mais la saleté, elle est due en effet bien sûr aux concitoyens qui jettent en se disant de toute façon ils vont pas se nettoyer, mais il y a aussi vraiment toute cette question, les politiques justement de propreté, qui je me demande sincèrement si elles sont faites que dans certains quartiers ou dans d'autres en fait. J'ai l'impression qu'il y a certains quartiers qui sont complètement délaissés. On s'est dit de toute façon ici il y a un fort taux de précarité, donc les gens, on suppose que comme il y a un fort taux de précarité, les gens s'en foutent en quelque sorte de leur ville et donc du coup on n'investit pas là-dedans. Alors ici pour une fois, on n'a pas de politique qui peuvent nous répondre là-dessus, mais on va peut-être demander l'avis de Gabriel Ringlet peut-être d'abord là-dessus, sur cette notion de propreté. C'est une question très très fondamentale et qui a un rapport direct avec la violence. Un lieu où l'on œuvre, où l'on travaille sur ces questions d'environnement propre, c'est un lieu qui fait reculer la violence. Et je pourrais même mettre, sans vouloir déjà anticiper sur le sujet suivant, une relation avec la lumière. J'ai suivi de près, par exemple, toutes les expériences à Lyon, des expériences absolument remarquables pour travailler sur la lumière. Et on a vu comment une manière d'éclairer un quartier autrement était absolument exceptionnelle, non seulement pour la manière d'y vivre de manière beaucoup plus conviviale, mais aussi en relation avec la pauvreté. Donc, être attentif à son environnement, en termes de propreté, en termes de clarté, de lumière, c'est très 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 important et ça touche la politique en profondeur puisqu'il y va de notre vie en commun et d'une ville plus violente ou plus pacifique, je trouve. Henri Bartholmesset. Oui, mais ce qui vient d'être souligné par les experts est essentiel. Je ne peux pas m'empêcher d'établir une corrélation entre le bien-être des populations et l'état d'entretien des communes dans lesquelles elles vivent. Est-ce qu'on imagine que pour Bruxelles, par exemple, il y a 31% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 31% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Comme il y a des communes riches, ça implique que dans certaines communes plus pauvres encore, ce seuil est atteint à concurrence de 40-45% de la population. Comment voulez-vous que cette population paupérisée, exclue, au bord du chemin, se sente encore investie de l'entretien du bien public ? Comment voulez-vous qu'elles s'y reconnaissent tout simplement ? Ce n'est pas un problème de commune, c'est un problème qui est bien plus profond sur le plan politique. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est permettre aux populations de participer, non pas de s'exclure, de se radicaliser, mais de participer, je dirais, à un travail commun. Ce qui est aussi étonnant, c'est que dans ces communes pauvres, où il y a un déficit d'entretien, ce sont également des communes où on a un taux, je l'ai dit, de chômage important. On sait que le chômage se caractérise essentiellement pour des qualifications qui ne sont pas très élevées, pour des sous-qualifications. Eh bien, nous avons là une population qui serait parfaitement heureuse de participer à l'entretien du bien commun, qui serait particulièrement heureuse de réintégrer le marché du travail, le marché de l'emploi, qui retrouvait une source de fierté et de dignité. Et je doute fort que quelqu'un qui, par hypothèse, entretient des bâtiments publics la journée, irait, je dirais, les détruire ou en tout cas... recréer un cercle vertueux. Il faut créer le cercle vertueux, et je pense que ça ne passe pas par la prohibition. Ça ne passe pas par la répression, ça ne passe pas par la sanction. Ça passe par un concours commun, une construction commune, par un vivre ensemble convivial. Marianne Susny. Oui, moi je suis très contente de tout ce que j'entends autour de la table parce que moi ça me dérange un sujet comme ça sans aller plus loin si je puis dire parce que qu'est-ce que c'est ? C'est sale. Molenbeek, Anderlecht, Scarbeek, c'est sale. Forte densité de population. Forte densité. Ils n'ont pas analysé les autres communes. Origine des Belges d'origine immigrée ou des immigrés, beaucoup de jeunes, forte concentration de population, je l'ai dit, beaucoup de gens précarisés, sans boulot, des gens qui sont par terre. Ça, c'est sale.
Et alors, qu'est-ce qui est propre? C'est des communes riches où on a des belles maisons, où les gens sont blancs, où ils pratiquent, ils sont laïcs, où ils pratiquent une religion. Je peux peut-être vous arrêter là-dessus. Quand on demande dans toutes les communes le problème, on dit la propreté, que ce soit à Uccle ou que ce soit à Molenbeek. À Boisfort, on est content, c'est une commune propre. Non, ils disent il y a encore un problème de propreté. C'est aussi une symbolique qui existe partout. Hugo Polliard pour conclure et Mathieu Ladevez juste après. Oui, d'ailleurs, moi, ça me dérange un petit peu les associations entre les communes pauvres ou les communes plus riches, comme si ça existait, parce que maintenant, Uccle n'est plus... Enfin, il y a des quartiers à Uccle qui sont différents que d'autres, comme s'il y avait des liens entre la saleté. Et moi, je pense, contrairement à monsieur, que la culture en Belgique a un problème avec la répression. Et c'est très étonnant, quand vous garez votre voiture 10 minutes en plus que ce qui est indiqué sur le ticket, dans les 10 minutes, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous met 25 € d'amende. Et là, on n'a pas de problème de répression. Quand vous roulez à 160 sur l'autoroute, on a réussi à faire ralentir les gens avec des radars. Il n'y a pas de problème de répression. Et bizarrement, dès qu'il s'agit de mettre des amendes pour des incivilités qui sont quand même des incivilités de pollution et donc environnementales, il y a un truc, non, il faut éduquer, sensibiliser, c'est important. Mais si on ne fait... C'est plus difficile de trouver celui qui s'allie. Oui. Mathieu Ladevez, et on va terminer là-dessus. Ils ont fait une opération trash, ils ont communiqué là-dessus, la zone Paul Bruno, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc la zone nord, Scarbeck, vraiment dans la zone Bruno. Ils ont fait 8 heures avec des policiers, avec des agents, etc. Ils ont fait 35 PV et ils ont ramassé 570 € pour 8 heures de travail. Donc, quelque part, ce n'est pas rentable du tout. Oui, mais ça ne doit pas être uniquement... Moi, juste pour terminer là-dessus, je vois une dame tous les jours, excuse-moi de te couper, tous les jours qui ramasse un mégot à la main, donc avec une pince, et elle fait toute la chaussée de Charleroi à la main. Je ne sais pas combien ça coûte ça, mais à mon avis, elle pourrait très bien elle-même, pas forcément devenir policière, mais sensibiliser les gens, dire attention monsieur, sans mettre des amendes. Son boulot serait beaucoup plus intéressant. Dernière chose qui est importante et qu'on en a parlé, il y a 19 19 échevins de la propreté, il y a une tutelle régionale, il y a une compétence régionale, il y a la STIP qui gère ces stations. C'est compliqué. Donc c'est un manque de cohérence avant toute chose. Très bien. Alors on va parler maintenant d'autres choses aussi effrayantes que le problème de la propreté, c'est le problème du délestage et du blackout. Nous risquons de ne pas avoir assez d'électricité. C'est ce qu'on nous dit tout le temps, depuis plus d'une semaine. On risque des coupures, on risque des délestages. Mais à Bruxelles, pas tellement, en fait, selon ce reportage de Fanny Rocher et Béatrice Broutou. Lorsque la production d'électricité n'est plus du tout possible, le gouvernement propose un plan de délestage, c'est-à-dire qu'une partie du territoire peut être privée d'électricité. Un peu comme chez soi à la maison, vous avez une installation électrique à la maison, mais vous avez différents circuits. Et si je n'ai pas assez d'électricité pour toute ma maison, je peux couper, par exemple, le 3e étage ou la chambre à coucher des enfants et le garage. Le délestage reste la dernière alternative avant le blackout. Les conditions doivent être extrêmes. C'est l'hiver quand il fait froid, quand on a un ciel couvert et que donc pas de soleil et donc pas de panneaux solaires qui sont capables de délivrer puisque le ciel est couvert, et une journée sans vent, pas d'éoliennes disponibles. Dans ce cas-là, c'est la combinaison dangereuse, difficile. Le plan mis au point en 2014 pour le pays ne visait que peu Bruxelles, car elle doit être prioritairement alimentée. Seul Uccle est concerné à partir d'un poste à haute tension en Flandre. C'est une partie de Uccle, c'est la partie qu'on appelle Fort Jaco, qui est frontalière avec Rood-Saint-Genèse et Linkebeek, où un certain nombre de rues bien définies sont dépendants d'un poste haute tension qui se situe à Rood-Saint-Genèse. Et ce poste haute tension qui est à Rood-Saint-Genèse en Flandre est un poste qui fait partie des postes susceptibles d'être délestés. Mais si cela devait arriver, sachez que vous serez informé et que la durée d'interruption est généralement de 3 heures après 16h30. En 2018, on n'en est pas encore là. Et si le plan change, rien ne garantit que Bruxelles soit préservée. Alors Mathieu Ladevez, tout le monde parle de cette coupure, surtout en Flandre et en Wallonie. C'est un peu le running gag. Tous les ans, à l'approche de l'hiver, on a une menace soit de blackout, soit de délestage, donc c'est assez compliqué. La situation est quand même assez particulière sur la façon dont les uns et les autres, je parle des pouvoirs politiques et opérateurs professionnels, ont communiqué et réagi. Donc, écoutez, moi, en tant que particulier, ça ne me dérange pas de m'éclairer à la bougie pendant 3 heures, franchement. Je pense plutôt aux entreprises, aux professionnels et aux grosses sociétés.
Voilà, c'est un cafouillage incroyable. Pour moi, c'est le fruit de l'irresponsabilité de 30 ans de gouvernement qui est passé au tout nucléaire, donc qui n'a utilisé qu'un seul mode de production énergétique et qui n'a pas pensé au mode alternatif. Et ça, c'est pas uniquement ce gouvernement-là, ni les précédents, ça fait quand même très longtemps. Quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, Hugo Polliard. Oui, rapidement, pour moi, c'est surtout une bonne nouvelle pour Amnesty International. Il suffit de faire ça 10 jours avant et ça va être un carton cette année. Alors, Henri Bartholomé-Sen, est-ce que ça vous fait penser à quoi ces problèmes de délestage? Après ce que je viens d'entendre, ça fait sourire. On a l'impression que le scandale est inversement proportionnel au dommage attendu. Si ça se limite à 3 heures de coupure je dirais, à Bruxelles, ce n'est bien pas bien grave. Moi, j'ai coutume de dire que plutôt que de se plaindre des ténèbres, allumons une bougie, c'est l'occasion plus ou jamais de mettre cet exemple-là en pratique. Ceci étant, il n'est pas normal, effectivement, qu'on ait l'impression qu'on rencontre une problématique qui soit disproportionnée. L'exploitation politique qui est faite, et je reviens à ce qu'évoquait tout à l'heure Gabriel Ringlet, l'exploitation politique qui est faite aujourd'hui de cette situation est tout à fait inacceptable. On imagine bien que ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas une autorité publique qui a provoqué, je dirais, cette situation. Elle s'impose, c'est un fait, c'est un dommage comme il peut en arriver régulièrement. Vous voulez dire que ce n'est pas la ministre qui a fait les fissures dans les centrales. Par contre, la manière dont elle doit gérer la crise, oui, ça c'est une question politique. Et on s'attend effectivement peut-être à une réaction plus adaptée, plus adéquate que ce qu'on rencontre pour le moment. Et alors, tout à l'heure, vous parliez de lumière, Gabriel Ringlet. C'était déjà une allusion à ce problème. Ça intéresse. Mais c'était une allusion aussi à l'électricité. Donc, est-ce que c'est symbolique de se dire que là, on va peut-être effectivement devoir s'éclairer à la bougie? C'est quelque chose qui vous inquiète ou ça vous fait plutôt plaisir? Ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense que ce que moi je trouve intéressant dans cette crisette dont on peut sourire et qui de fait pourrait avoir des conséquences économiques pour un certain nombre de gens très concrètement. Ce qui moi m'intéresse, c'est l'aspect symbolique justement. Vous venez d'employer le mot. Je pense qu'il est bien que dans la vie, dans nos vies parfois un petit peu déjantées, nous nous rendions compte de temps en temps de la valeur d'un bien. Ce n'est pas rien l'air que nous respirons, ce n'est pas rien l'électricité que nous consommons, c'est un produit dont on croit qu'il est à notre disposition à l'infini, eh bien non. Alors qu'il faille s'arrêter de temps en temps simplement pour en prendre conscience et donc d'abord s'interroger soi-même au-delà de la question politique, ce n'est pas mal, je trouve. Très bien, c'est une bonne conclusion pour cette partie-là. On va passer à tête d'affiche, c'est-à-dire je vous propose à chacun d'entre vous 4 visages, personnalités qui ont fait l'actualité. Vous en choisissez un ou une. Et on commence par vous, Henri Bartholomé-Sen. Qui choisissez-vous? Serge Larivière, le comédien de 60 ans décédé le week-end dernier. Youssouf Niakhaté, qui a marqué 3 fois pour l'Union Saint-Gilloise, éliminant Anderlecht de la Coupe. Constance Kenyo, la demi-mondaine modèle du tableau de Courbet, l'origine du monde. Ou enfin le cardinal Wuerl de Washington, suspecté d'avoir couvert des abus sexuels aux États-Unis. Alors, Serge Larivière, Youssouf Niakhaté, Constance Kenyo ou le cardinal Wuerl? Je m'en voudrais de laisser le cardinal sur le côté. Sur le carreau. Sur le carreau, sur le cardinal. De vous délester du cardinal. Oui. Donc, oui, c'est effectivement quelque chose qui dérange très fortement, cette espèce de pouvoir où semble-t-il, le pouvoir de l'État, le pouvoir démocratique semble s'arrêter devant les églises. C'est inquiétant, c'est une des raisons pour lesquelles le principe de la séparation de l'Église et de l'État est un principe qui ne m'a jamais très fort plu. Parce qu'il laisse entendre que si effectivement, je dirais, la manière de gouverner l'État, la manière d'assurer la démocratie doit être dégagée de l'influence ou des incidences religieuses, ça donne également le sentiment que le pouvoir religieux, à son tour, pourrait être dégagé de ses obligations en matière démocratique, en matière de respect des lois. Donc c'est l'occasion pour moi d'illustrer effectivement les dangers que représente une communauté religieuse par trop fermée, par trop indépendante, qui pense pouvoir échapper au domaine de la démocratie. Personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois. C'est ça la laïcité. Alors, Gabriel Ringlet, je vous propose... Moi, je n'ai pas le droit de choisir le cardinal. Non, vous aurez d'autres choses. Sylvia Plath, la poétesse américaine dont le Théâtre National a fait un spectacle. Remco Evenepoel, le cycliste champion du monde junior déjà 2 fois cette semaine. Sarkis Simonian, le steward syndiqué de Ryanair, qui cherche une autre compagnie, ou Yves Delocte, un médecin excellois spécialiste de l'euthanasie et qualifié ces dernières semaines de Monsieur Euthanasie en France.
Alors qui choisissez-vous? La poétesse Sylvia Plath, le cycliste Remco Evenepoel, le syndicaliste Sarkis Simonian ou le médecin Yves Delort? Je suppose que je ne vais pas vous surprendre si je dis le médecin. Oh, quelle surprise. Je suis du matin au soir dans ce débat autour de l'euthanasie. Et une des choses qui, moi, me touche très très fortement, c'est que j'ai la chance exceptionnelle de travailler aussi bien dans des hôpitaux laïcs que dans des hôpitaux catholiques, que je suis comme prêtre confronté à cette question de fin de vie, que j'accompagne moi-même rituellement des demandes d'euthanasie. J'ai de très très nombreux débats avec des médecins qui sont confrontés à cette question très complexe, et la situation de la France m'est insupportable. Elle m'est insupportable sur beaucoup de plans, mais en tout cas sur les questions éthiques. On le voit bien aujourd'hui dans tout le débat en France. J'espère que tout ce qui est en train de se débattre autour de la PMA, etc., ça va passer. Et que l'on regarde que la Belgique n'est pas un pays immoral, pendant que la France serait un pays virginal. Non. La Belgique a eu le courage, je trouve, dans une laïcité qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu'en France, d'aborder toutes ces questions-là. Et la France a encore beaucoup de chemin à faire et aucune leçon à nous donner. Alors, vous vouliez quand même dire un mot du cardinal Wurth? Je ne veux pas vous en empêcher. Hein. Je veux simplement dire que ce qui s'est passé depuis très nombreuses années dans l'Église est absolument épouvantable et insupportable, mais que la question est structurelle et que ce n'est pas qu'une question de séparation Église-État, c'est beaucoup plus profond que cela pour moi. C'est un regard sur le sens même de la sexualité au plus profond. Et si l'Église ne change pas de cap à 180 degrés, elle se fera simplement rayer de la carte. Et donc, très au-delà des questions de pédophilie, nous nous trouvons vraiment devant un tournant essentiel. Il y a là des mesures à prendre, et si elles ne sont pas prises, je considérerais que c'est très 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 grave. Merci messieurs. Alors on va prendre un peu l'hélicoptère et on va parler de notre société en général et de ses réactions par rapport à ces aînés, à ces seniors. Est-ce qu'on se comporte bien vis-à-vis de nos aînés? Est-ce que la société se comporte bien? Ils sont de plus en plus nombreux. En tout cas, on leur organise des Olympiades. Ça se passait à Molenbeek, des Olympiades interhomes. Reportage Cyprien Oudemont et Béatrice Vautou. C'est à Molenbeek qu'on y fait les meilleurs champions, le Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, séance spéciale senior, l'une des activités phares de cette première Olympiade. Vous n'avez pas fait mal à votre animatrice? Non, je ne l'ai pas fait mal, j'ai fait doucement. Je n'ai pas utilisé ma force. Il n'y a pas d'âge pour ce sport. Dans les compétitions internationales, on voit des seniors à 60 ans qui sont même beaucoup plus forts que moi en fait. Donc tout le monde peut commencer à n'importe quel âge. 6 maisons de retraite s'affrontent, la compétition prend aux tripes, chaque équipe a son cri. Marie-Louise a fêté ses 100 ans cette année, mais ça ne l'empêche pas de bien s'échauffer. Entendre ça, je fais moins bien. Est-ce qu'on doit faire ça plus souvent, des journées comme aujourd'hui? Oui, c'est ça, oui, hein, comme ça on reste en forme. Sinon, on vient de vivre. Bon. L'objectif, c'est vraiment de réunir des personnes qui sont en partie isolées dans leur résidence. Et voilà, de créer des contacts, des nouveaux liens et pourquoi pas des nouvelles collaborations entre les résidences. Donner une image positive des seniors, de montrer qu'ils n'attendent pas la mort en maison de repos, mais qu'ils ont plein de choses à faire. Et puis des saveurs à redécouvrir. Aussi, Jean-Marie a fait de la boxe pendant de longues années. Tapez sur qui là? Je pense à quelqu'un, hein, comme ça. Vous pensez à qui, dites-nous? Oh non, je ne peux rien dire. La journée n'est pas terminée, bientôt la course de chaises roulantes. Les Fuchsias comptent bien la remporter. Les Fuchsias, ouais, les Fuchsias, ouais, les Fuchsias, ouais, les Fuchsias. Bon, Issa, je ne sais pas si vous étiez pour les Fuchsias ou les Acacias, mais on voit qu'il y avait une bonne ambiance là. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ce genre d'initiative vraiment super et j'inviterais à ce qu'on les dédouble dans le sens où je trouve que de manière générale, on manque de patience par rapport à nos aînés. On manque, c'est aussi la façon qu'on a de vivre, il faut aller très vite, on a des horaires de travail très lourds, on est toujours stressé dans les embouteillages, etc. Donc on manque vraiment beaucoup de patience. Par contre, ce que je vois et qui me fait beaucoup plaisir, c'est les générations d'en dessous, les
ce qu'on appelle les millennials, où les jeunes d'aujourd'hui en fait sont quand même pas mal impliqués et s'inquiètent en quelque sorte du sort de leurs aînés. Où par exemple nous on a déjà eu plusieurs jeunes, donc on leur propose de faire un projet. Dans votre association. Voilà, dans notre association TIN, on leur propose de faire un projet social et sociétal et on leur propose de ils choisissent le sujet, on les accompagne. Et on a déjà eu en effet des jeunes qui voulaient aller faire une visite dans un home, faire des rencontres, peut-être jouer au théâtre avec eux, essayer de ramener un peu un sourire et leur ramener une espèce de fraîcheur. Et les jeunes étaient partis à la base surtout dans une optique de on va donner. Et finalement, ils ont eux-mêmes beaucoup reçu. Et je pense qu'il faut vraiment encourager ce genre d'initiative. Mathieu Ladevez. Écoutez, moi je ne connais pas assez d'aînés à Bruxelles pour savoir s'ils vivent bien ou s'ils sont en forme. Je vous avoue que je n'ai pas une vue globale de la situation. Moi, ce qui me choque par rapport à leur situation, c'est le prix des homes, des résidences pour seniors, qui coûtent extrêmement cher, qui sont gérés par des énormes sociétés privées cotées en bourse. Je pense que les pouvoirs publics, les échevins qui s'occupent de la matière aînée sont tous très contents parce que c'est pour faire des voies, c'est juste parfait. C'est clair que c'est une compétence ou une matière d'opportunisme. Vous voulez dire que le politique s'en désintéresse Je trouve que sur ce plan-là... Sauf au moment des élections. Pour moi, c'est un besoin primaire de s'occuper de ses aînés. Je pense que le pouvoir public devrait investir, en tout cas, ça reste des arbitrages budgétaires, aussi bien communal que régional que fédéral. Je pense que le pouvoir public devrait s'investir beaucoup plus et ne pas laisser la vie de nos aînés, c'est-à-dire le prix d'une résidence, c'est extrêmement cher, à des sociétés cotées en bourse qui pensent à faire du business et c'est tout. On a intérêt à être riche quand on est vieux. Oui. Pas le contraire. Moi, je trouve cette initiative extrêmement positive et en même temps terriblement pathétique. Alors, l'extrêmement positif, pour moi, il est à la mesure d'une tentative de réparation par rapport à tout ce qu'on ne fait pas pour nos aînés, qui sont délaissés parce qu'ils ne sont plus ni valeur d'usage, ni valeur d'échange. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on dit les aînés et les seniors et pas les vieux. Les vieux, ce n'est pas un vilain mot. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire les vieux? Donc, qui sont délaissés sans valeur d'usage, sans valeur d'échange, et aussi par rapport au délitement d'une tradition où nos vieux avaient à apprendre, à transmettre des valeurs, des choses, une histoire, leur histoire, notre histoire aux plus jeunes. Alors évidemment, il y a une tentative de réparation, c'est magnifique, il faut faire ça tous les jours, mais je trouve qu'en même temps, c'est très pathétique et il y a quelque chose dans ce reportage, moi, qui me dérange, c'est que malgré tout, il y a une moquerie très gentille, d'accord, mais une moquerie, donc une infantilisation. Il y a une infantilisation, voilà. Alors, Gabriel Ringlet, est-ce qu'on se moque des vieux? Je suis très en accord avec ce que je viens d'entendre, mais je trouve qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. C'est un pur scandale. C'est invraisemblable, ce devant quoi on se trouve, non seulement pour des raisons financières et d'exclusion, mais allez donc, ça c'est mon métier, voir ce qui se passe en gériatrie, allez donc voir les gens qui sont vraiment abandonnés. Non, c'est un problème politique majeur. Dis-moi comment tu t'occupes de ceux qui vieillissent et je te dirai quelle est la qualité de ton pays et quelle est ta civilisation. Et nous sommes là dans une situation lamentable. Moi, je tire la sonnette d'alarme et je trouve que ce devrait être une priorité dans une campagne politique de dire il va y avoir investissement sur ce terrain-là. D'autant plus qu'on peut rendre ce 3e, 4e, 5e âge très créatif si on le veut. Donc ce n'est pas une population à abandonner comme cela. Il faut absolument l'intégrer à la vie concrète de la société. Pourquoi ne le fait-on pas? Que signifie... On doit tous s'interroger, nos vies tellement débordantes qui fait qu'on est au stade où on va dire « mourrez ». Nous ferons le reste. Vous ne devez même plus prendre congé. Si vous avez quelqu'un de gravement malade dans votre environnement ou si quelqu'un vient de mourir, on s'occupe de tout. Il ne faut pas prendre congé. Mais que signifie cette société? Et en plus, ça nous concerne tous, puisqu'on vieillit tous. Henri Bartholomé-Sen. Mais c'est bien ça, c'est que la vieillesse a ceci de terrible, c'est qu'elle est notre avenir à chacun. Personne n'y échappe. Et elle affecte directement notre personnalité dans sa dignité, aussi bien dans les fonctions biologiques que psychologiques, dans notre personnalité, dans notre patrimoine, dans la manière de le gérer, dans notre autonomie. Et donc on retourne vers ce qui a été dit par Mme Sluzny, vers une sorte d'infantilisation. Alors comment traitons-nous nos enfants et comment traitons-nous nos vieux? Il y a évidemment un monde de différence entre une manière d'éduquer un enfant et une manière d'assister une vieille personne.
Mais on n'échappera pas à cette infantilisation parce qu'effectivement, la capacité, l'état d'adulte de la personne qui vieillit tombe en déliquescence, forcément. Donc la vie est une belle aventure qui ne se termine pas toujours bien. Comment pouvons-nous faire pour compenser cela ? Eh bien, en maintenant le plus longtemps possible les personnes en perte d'autonomie, en mesure de conserver un maximum de cette autonomie. En étant soucieux de leur volonté, notamment en matière d'euthanasie, on l'a vu, les personnes âgées ont quand même encore la capacité de décider d'elles-mêmes avec un maximum de liberté de conscience, en faisant en sorte qu'effectivement leur quotidien ne soit pas handicapant, en faisant en sorte que, je dirais, la manière de choisir son destin, d'avoir encore un destin et un avenir par rapport aux générations qui viennent, puisse être prise en compte. Je pense notamment à tout ce qui touche, par exemple, les élections, qui s'occupent encore de savoir si dans les maisons de repos, les gens ont accès à l'élection. Au vote, qui s'occupent encore de savoir si effectivement ils ont une vie sociale en dehors de la maison de repos. Alors ce qui a été dit à propos de ces maisons de repos qui sont financées par des sociétés cotées en bourse, c'est problématique, d'autant que, je dirais, les pouvoirs publics subsidient effectivement ces entreprises qui s'occupent de la vieillesse. Alors il faut être de bon compte, il ne faut pas non plus être caricatural. Il y a effectivement des entreprises, des maisons de repos qui relèvent exclusivement du secteur public. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Il y en a qui relèvent effectivement du privé. Il y en a de bonnes et de moins bonnes. Il y a aussi un secteur sur lequel il faudrait attirer l'attention. C'est tout ce qui concerne le secteur associatif. Il existe un certain nombre d'associations, d'ASBL, de fondations. Je pense par exemple à la Fondation Royale de la Philanthropie à Bruxelles, qui est remarquable. C'est une véritable maison de repos de luxe et qui est entretenue à partir de fonds propres et de quelques subsides. Et donc on voit qu'il y a une demande de la part de la société en général, un souhait en tout cas de partager ce qui un jour va constituer une problématique commune à chacun. Comme disait Gabriel Ringlet, je crois qu'effectivement, aussi je pense en tout cas que la manière dont nous assistons les personnes handicapées et limitées, qui perdent progressivement, je dirais, leur dignité, est une manière de définir notre idée de la civilisation. Pensez à nos vieillesses. À tous. Alors, on va parler de science à présent. Est-on encore dans une société de progrès ? On parle de décroissance, de risques technologiques, de prudence parfois. Et pourtant, certains organisent des rencontres encore entre public et chercheurs, et ça marche. Ça s'appelle Science is Wonderful. Nicolas Francom y était cette semaine. Nous avons une cinquantaine de chercheurs qui expliquent ce qu'ils font tous les jours et combien la science peut être proche de chacun, peut contribuer à améliorer le quotidien de chacun. Nous avons des expériences dans plein de domaines, physique, chimie, biologie. L'idée, c'est vraiment d'attirer les jeunes vers la science, les jeunes filles en particulier, de montrer aussi que la recherche n'est pas du tout quelque chose de rébarbatif ou laissé à quelques initiés, coincés dans leur laboratoire. Au contraire, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et puis c'est aussi montrer la valeur de cette recherche et de la faire au niveau européen. C'est par l'échange, par le fait qu'ils peuvent voyager, étudier dans d'autres laboratoires, interagir avec des chercheurs d'autres disciplines, d'autres domaines, travailler avec le monde de l'entreprise. C'est comme ça qu'ils peuvent aller plus loin dans leur recherche. C'est comme ça qu'ils peuvent arriver à des résultats bénéfiques pour tout le monde. Il y a des chercheurs qui viennent de partout, des quatre coins de l'Union européenne. Donc certains étudient dans nos laboratoires, travaillent dans nos universités, d'autres dans d'autres pays du monde. Mais tous veulent nous montrer que c'est en travaillant ensemble qu'ils peuvent repousser les limites de la connaissance. Alors la science est-elle encore à la mode, Marianne Sluszny ? Ça, c'est très compliqué. Oui, vous voyez bien que la science est à la mode et elle est partout. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'elle est un grand facteur de progrès. Bon, évidemment, il faut voir toutes les préconceptions qui sont derrière et qui formatent la recherche. Alors, je vois ce sujet que je trouve magnifique comme initiation pour donner envie, bon, et pour donner l'impression que ce n'est pas rébarbatif. Je regrette une chose, c'est que dans les formations ou dans les sensibilisations qu'on donne à la science, on entend très très peu parler du rapport justement au progrès de l'esprit, au progrès de l'esprit de l'humanité, que puisque nous n'avons pas ou très peu de cours de philosophie, qu'on ne sait pas ce que c'est la Renaissance, les Lumières philosophiques, le moment où la raison humaine s'est émancipée pour devenir raison
en interaction avec la nature, c'est-à-dire avec la matière, où la pensée est une fonction de la matière qui existe avant l'esprit ou la pensée. Je regrette qu'on ne parle pas de cette raison humaine qui a quand même été un grand moment. Et je voudrais mettre un petit pavé dans la mare pour terminer, c'est que je voudrais quand même dire quelque chose qui a l'air évident. Galilée, en 1633, pour avoir remis en cause le géocentrisme, il est condamné, il doit abjurer de ses idées et il est condamné à vivre jusqu'à sa mort en 1642 chez lui, reclus chez lui, et que ce n'est suite à une demande de Jean-Paul II en 1981, qu'en 1992, un certain abbé Paul Poupart, si je ne me trompe pas, a dit qu'il fallait bien admettre que Galilée avait raison, mais qu'on n'a pas pu le réhabiliter parce que le tribunal de l'Inquisition qui l'avait condamné avait disparu. Et la deuxième chose, évidemment, c'est les idées créationnistes qui reviennent et les attaques en règle contre le darwinisme. Donc tout ça, moi je trouve qu'il y a un bain philosophique autour de tout ça qui devrait aussi pouvoir être initié. Issa Nawash. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un grand intérêt pour les sciences. Et d'ailleurs, justement, on a créé ce qu'on appelle la Science Academy, ayant pour but justement d'initier des jeunes qui sont issus de quartiers, disons, comme on dit, défavorisés, et notamment aussi les jeunes filles à être plus sensibles aux sciences. Et c'est vrai que le but, c'est pas forcément de créer des nouveaux ingénieurs ou des personnes qui vont aller en recherche, mais c'est déjà de sensibiliser tous les jeunes et se dire finalement la science fait partie de notre quotidien. Elle n'est pas réservée qu'à une certaine élite. Et qu'on devrait tous prendre possession des sciences et qu'il y a différentes sciences. Donc, il n'y a pas uniquement les sciences qu'on pourrait dire dures, les mathématiques. Les sciences humaines aussi. Voilà, les sciences humaines, exactement. Et on essaye aussi de montrer toutes les possibilités en ramenant des personnes qui travaillent en fait dans les métiers scientifiques, mais qui sont super diverses. Et par rapport à la diversité, je pense que ce qui est aussi important, c'est de ne pas rester dans un européo-ethnocentrisme, si je peux dire. Donc, quand on parle des sciences et des avancées scientifiques, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances que pour parler des avancées scientifiques qui ont été faites un peu partout dans le monde, pas uniquement en Europe, de grands scientifiques qui ne sont pas forcément grecs, d'aller chercher un peu plus loin. Et les jeunes ont aujourd'hui besoin justement, je pense, de cette richesse et de montrer que la science, c'est quelque chose d'international qui n'est pas réservé à une certaine élite, qui est là pour tout le monde et qu'on n'est pas obligé d'aller... Pouvoir s'identifier. Exactement, pouvoir s'identifier, tout à fait. Henri Bartholomé, Mais la science fait partie de ce patrimoine universel, donc il n'est pas affecté, il n'a pas simplement pour origine l'Europe ou un autre pays du monde. Elle est universelle par nature, la raison est universelle, c'est vraiment la première chose qui apparaît, qui saute aux yeux. On peut parler des langues différentes, on peut avoir des religions différentes, mais le savoir, le partage des savoirs, la raison, c'est effectivement une clé qui est propre à l'ensemble de l'humanité, et sans distinction. Alors évidemment, la science a toujours permis, le savoir a toujours permis de faire le bien comme le mal. Ça peut être un outil de développement, de progrès social, de progrès scientifique, de progrès technologique. Ça peut être aussi une œuvre de destruction. On voit très bien que la science un couteau peut servir aussi bien à couper son steak qu'à tuer son adversaire. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que, comme l'a dit effectivement Mme Sluzny, il faut effectivement envisager à un moment donné, à partir d'une raison naturelle, de chercher ce qui est commun à l'humanité. Et c'est cet humanisme qu'on évoquait, cet humanisme qui prend date à la Renaissance, mais qui se poursuit avec les Lumières, et qu'il faut réinvestir aujourd'hui plus que jamais, à une époque où l'universalité, confrontée à la globalisation, elle est confrontée au monde, à des cultures, à un choc de cultures extraordinaire. Oui, si on veut confronter la science à la religion, on dira que je préfère de loin les lumières naturelles de la science aux lumières surnaturelles de la religion. Mais encore une fois, ce sont peut-être des domaines différents. C'est comme ça que le débat se pose. On va demander à Gabriel Ringuet, d'ailleurs, là-dessus. Est-ce que religion et science... C'est un très vieux débat, mais il y a aussi Monseigneur Lemaître. Oui, bien sûr. Prix Nobel. Mais qui voulait faire la part des choses. Tout à fait. Moi, ce que je crois, c'est que la science, c'est une chose formidable. C'est toute ma carrière. Et je souhaite à fond qu'elle continue et que jamais on ne l'arrête. Ce n'est pas la science qui va trop vite. C'est la conscience qui va trop lentement. Et donc, pour moi, mais je les rejoins, le grand débat, c'est va-t-on avoir un humanisme, va-t-on avoir une spiritualité, va-t-on avoir une conscience à la lumière des immenses enjeux. Je trouve qu'il faudrait que l'on investisse autant en philosophie que l'on investit en recherche scientifique. Et là, je trouve que le fossé est encore très grand aujourd'hui. Ouais. Là, je crois que tout le monde sera d'accord ici sur ce plateau. On passe à nos coups de cœur.
Et on commence par le coup de cœur de Marianne. Et vous allez nous parler de tourisme, Marianne. Oui, partir, partir. On a tous dans le cœur un bateau. Oui, Bref, vous me faites penser au bourgmestre de Namur. Oui. Alors voilà, un livre qui est extrêmement bien fait, édité par le portail voyageonsautrement.com. Et il fait le point sur 10 ans de tourisme durable. Alors, d'abord, il fait le point aussi sur toutes les notions. Qu'est-ce que c'est le tourisme durable, équitable, engagé, solidaire, toutes ces notions écologiques, toutes ces notions qu'on manie, on ne sait pas toujours très bien. Et ensuite, cet ouvrage est extrêmement complet avec toute une série d'expériences, de destinations engagées, de tourisme engagé, aussi bien en France qu'en Europe et dans le monde entier, avec, pour chaque projet organisé, une espèce de charte, d'abord un bon descriptif, une charte éthique, et aussi tout le système de valeurs sur lequel ça se repose. Tout à fait autre chose, mais aussi on va voyager avec le tram d'Hugo. Numéro 8, qui remplace le 94, qui est en circulation depuis aujourd'hui. Donc voilà, on se plaint toujours des travaux. Là, les travaux sont terminés. Et puis, c'est une ligne nouvelle version, c'est-à-dire les trams modernes et les trams qui vont très très vite et qui combinent. Donc, ça fait vraiment la boucle entre 3 lignes de métro différentes. Donc, c'est une partie de Bruxelles qui est mieux desservie. Donc, voilà, bonne nouvelle. Oui. Issa Nawash, de votre côté, vous voulez parler d'une opération concernant les élections. Oui, en fait, c'est l'initiative d'un jeune, justement, en parlant vraiment d'empowerment, là on est en plein dedans, parce que c'est un jeune qui a 17 ans qui a eu cette fabuleuse idée, et je pense que ce concept est assez novateur, de se dire, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas réconciliés avec le monde politique, essayons de les réconcilier à travers un exercice de joute verbale. Donc, ce qui a été organisé au sein d'un centre qui s'appelle l'épicerie à Molenbeek, ça a été organisé dans le sens où des jeunes se sont livrés à cet exercice en même temps que des politiques. Donc, il a invité toutes des têtes de liste qui se sont livrés à cet exercice, et ils ont dû défendre aussi des positions qui sont quelquefois un peu délicates, parce que voilà, dans l'exercice de joute verbale, on reçoit une position, on doit les défendre, comme faut-il mentir pour réussir en politique. Donc évidemment, ceux qui avaient le oui, il fallait argumenter pour ne pas se faire passer pour un escroc, et puis ceux qui avaient le non, il fallait pas se faire passer non plus pour les bisounours. Donc c'était super intéressant d'avoir vraiment ça, et les politiques se sont vraiment livrés au jeu. Et on peut revoir ça sur le site de l'épicerie, ça se trouve on a des photos qui vont très bientôt sortir, oui. Très bien. Mathieu Ladevez, vous voulez nous parler d'un livre à paraître qui paraît ce week-end en Flandre et début de semaine prochaine en Wallonie et à Bruxelles, je pense. Donc c'est le livre d'Asta Kenko, future ex-femme politique libérale, qui a dressé le portrait, en tout cas fait l'interview d'une quinzaine de femmes qui ont réussi dans leur secteur, que ce soit le monde politique, le monde militaire, le monde associatif, il y a pas mal de politique, économique évidemment. L'intérêt de ce livre, c'est un livre à destination des femmes. Donc on comprend la difficulté, en tout cas les difficultés qu'elles ont rencontrées pour monter dans la hiérarchie dans leur secteur, uniquement à cause de leur statut, de leur état de femme, de leur genre. Donc ce sont tous des portraits à suivre. Merci Mathieu. Je vais vous parler maintenant rapidement des livres de nos invités. En tout cas, Gabriel Ringuet qui publie La grâce des jours uniques, éloge de la célébration. C'est chez Albin Michel. Tiens, vous avez proposé d'ouvrir les églises vides aux fêtes et cérémonies laïques. Qu'en pense le président du CAL? Est-ce que vous allez organiser des fêtes laïques dans les églises? Ça doit lui donner des petits boutons, j'imagine. Non, une fois de plus, ça part d'une excellente intention et je n'en doute absolument pas s'agissant d'une proposition de Gabriel Ringuet. Mais il demeure que même une église désacralisée, a priori désacralisée, il m'étonnerait fort qu'il aille retirer la croix qui se trouve au sommet du toit pour y inviter d'autres confessions, voire même des personnes qui n'ont pas de confession. Il en est peut-être capable. Mais il en serait capable. Donc, suite au prochain numéro. Alors, il y a un autre livre, il y a Vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie, on en a parlé tout à l'heure, ça vient de paraître en poche chez Albin Michel. Et alors, pour pas être en reste, je vais présenter 2 livres d'administrateurs du CAL, comme ça il y a aussi quelque chose du côté d'Henri Bartholomé Sen. C'est une nouvelle collection à la Renaissance du livre, Dis c'est quoi. Nadia Guerre se penche sur les religions et Thomas Gillet se penche sur la citoyenneté. Vous voulez nous dire un petit mot d'une expo, Gabriel Ringuet, Oui, très rapidement? Je trouve une expo formidable de Maya Polakova. C'est à la Médiatine, donc à Oluwe, Saint-Lambert. Et encore un jour. C'est une formidable bruxelloise, artiste, coloriste, artiste, collagiste. Il y a encore un jour, allez-y, franchement. Et vous, Henri Bartholomé Sen, encore une idée?
Eh bien, 30 puisque secondes. nous sommes dans les temps incertains où les ciels s'assombrissent et que nous avons besoin de lumière, je vous propose l'exposition permanente des territoires de la mémoire à la Cité Miroir à Liège, remarquable, pour le parcours des camps de concentration et pour éviter qu'un jour tout ça ne nous revienne. Merci à tous. On se retrouve le week-end prochain pour une autre émission des Experts.